Eh bien, bonjour à tous. Désolé, on n'est pas présent avec vous sur Bordeaux. On va faire la session à distance avec Steven. On va être dans la continuité de la session que vous venez juste de voir, puisqu'on va parler aussi de simulation. Alors, on va l'aborder avec peut-être un angle un tout petit peu différent. On va parler de système autonome, d'IA dans le domaine de l'industrie et tout ça en mode low code ou no code, à voir hein, pour le coup. Allez, c'est parti. On va peut-être déjà se présenter avant. On est tous les deux d'Avanade, mais je vais d'abord laisser Steven se présenter. Oui, alors bonjour à tous. Donc, Steven Barthélémy, moi je suis Solution Architect sur les sujets Data and AI pour Avanade, avec un focus particulier surtout sur les sujets d'intelligence artificielle et d'IoT. Voilà. Et donc, j'ai la chance de t'avoir pour travailler sur un des sujets intéressants sur lesquels on travaille. Donc moi, je suis Jean-Pierre Riel, je m'occupe des sujets d'innovation. On a un petit département innovation sur lequel on fait un peu de prospection sur des sujets assez sympathiques qu'on va mettre chez nos clients par la suite. Donc je suis Jean-Pierre Riel, voilà. Et on va parler maintenant de notre sujet, les systèmes autonomes, l'IA pour l'industrie sans code. Si tout le monde est parti, on peut retourner sur les slides. Alors, l'idée, c'est de démarrer un petit peu avec... alors, peut-être que ça va sembler tout à fait naturel, mais on va reposer un petit peu le décor et ce à quoi on essaye de répondre avec justement les systèmes autonomes. Donc, on va revenir sur ce qui a pu être présenté dans la session précédente. Alors, on va prendre un exemple assez simple, évidemment même trop simple et très simpliste, mais qui va permettre un petit peu de mettre en lumière ce qu'on essaye de faire avec ces systèmes autonomes. Donc on va imaginer dans l'industrie une cuve agitée dans laquelle on va avoir finalement dessiné au crayon un petit peu par les ingénieurs. En fait on fait un mélange. Cette cuve, évidemment, on l'agite. On a un thermostat qui nous permet de réguler la température. Et donc, bien sûr, l'idée, c'est quand on va vider cette cuve, en fait, la concentration qu'on va avoir, tout ça change. Et donc, l'idée, ça va être de réguler tout ça et de se dire que finalement, la température doit suivre une certaine courbe, la concentration doit suivre une certaine courbe et qu'il faut maîtriser tout ça. Alors dans l'industrie, il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, là on le voit sur ce schéma MATLAB, on va utiliser par exemple un régulateur PID. Donc on va faire finalement fonctionner l'ensemble, la cuve agitée pour pouvoir régler cette température. Sauf que, en fait, la vie n'est pas forcément un long fleuve tranquille. C'est que, oui, dans l'absolu, les équations vont être assez simples à résoudre. Mais en fait, le souci, c'est que si on a des éléments qui vont venir perturber, ça va complexifier finalement cette régulation. On peut avoir potentiellement une surréaction, une surchauffe ou l'inverse pour le coup. Et donc, on le voit ici dans ce schéma. Hein, on verra après comment justement on va réguler ça. Mais quand on va injecter finalement du bruit, alors le bruit ça peut être tout simplement que dans notre cuve, il va y avoir un amalgame, il va y avoir des choses qui vont être plus difficiles à chauffer, plus difficiles à refroidir. Aussi quelque chose de bête en fonction d'où est passée la cuve, un courant d'air ou autre chose, donc des choses qui vont venir perturber l'équation, on va dire, nominale de régulation. Donc il faut savoir le gérer. Et donc là, finalement, il nous faut un système qui va justement bien gérer pour ne pas surréagir à tout ça. Alors finalement, qu'est-ce qu'on va vous présenter? On parle de système autonome et donc on va évidemment créer une intelligence artificielle qui va tout simplement remplacer notre PID pour pouvoir gérer justement le thermostat, gérer la concentration et avoir cet équilibre qu'on recherche qui est assez difficile à faire. Donc pour ça, on va utiliser l'IA. Donc on va parler de simulation comme la session précédente. Mais nous, on va avoir une autre approche avec Steven, c'est qu'on va utiliser un projet que développe Microsoft qui s'appelle Project Bonsai, qui est finalement la possibilité de créer ce type d'intelligence artificielle, finalement avec quasiment pas de code. Donc c'est vraiment à la main des ingénieurs qui aujourd'hui finalement programment ou mettent en place des chaînes de fabrication. Donc on va voir, on va vous montrer tout ça. Juste avant, normalement, vous êtes une audience qui ont tous les concepts de la simulation du reinforcement learning, mais on va revenir un petit peu dessus juste pour bien poser les éléments. Et après, évidemment, Steven nous fera une démonstration pour illustrer ces concepts. Alors, bon, je vous l'apprends pas. Dans le machine learning, on va avoir différentes familles. Alors après,
en fonction des débats d'experts, on pourrait rajouter aussi les algorithmes génératifs ou les mettre dans une catégorie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va se focaliser sur vraiment le reinforcement learning. Donc l'idée, hein, c'est bien évidemment d'avoir un agent qui va apprendre par lui-même. Une façon de le représenter, et je vais faire un parallèle avec les jeux vidéo, c'est de se dire qu'on a un agent qui évolue dans un environnement qui est contraint, qu'on connaît, qu'on est capable de simuler, et tout simplement à chaque action qu'il va prendre, donc il a un jeu d'action évidemment qui va être capable de choisir, à chaque action qu'il va prendre, on va changer l'état et on va lui donner ou pas un reward. Et tout simplement, l'idée c'est d'arriver à maximiser le reward en moins de temps possible. Alors ça peut être une action, on le verra peut-être avec Bonsaï, en moins de temps possible, mais l'idée c'est de maximiser ce reward. Alors, on le voit, la vidéo ne se lance pas, mais vous pouvez très bien chercher ça sur Internet. On le voit par exemple avec beaucoup dans le secteur du jeu vidéo. Enfin, les exemples sont beaucoup faits avec le jeu vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un environnement contraint qu'on maîtrise et sur lequel on peut faire jouer justement cet agent et tout de suite voir le résultat. Exemple, le jeu d'un casse-brique. Alors, vous avez tous vu aussi des exemples avec Mario ou autre, mais avec le casse-brique, en fait, on peut apprendre très rapidement. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est de voir que finalement, en très peu de temps, on va finalement apprendre au casse-brique à savoir renvoyer la balle. Donc ça, très vite, on a le reward. Mais en fait, plus on va passer de temps en reinforcement learning, plus on va mettre de cycles, d'épisodes finalement d'entraînement. En fait, on va s'apercevoir que l'agent va comprendre que si finalement il renvoie la balle à un certain endroit, qu'il creuse un tunnel et que la balle passe au-dessus, en fait, il va avoir un reward beaucoup plus rapide. Donc on s'aperçoit que finalement l'entraînement est très important et que quand on lui formule bien le problème, finalement l'agent est capable d'apprendre tout seul. Alors ça nous amène à un petit peu les techniques. Alors on a l'habitude de faire cette session un petit peu plus longue où on rentre dans des considérations vraiment algorithmiques. Là l'idée c'est de faire un petit peu plus simple pour le coup. Alors on peut se dire que finalement dans les techniques on a la notion de la QMAP, c'est de se dire finalement si l'agent apprend un petit peu toutes les combinatoires et tout ce qui peut se passer, donc on est vraiment dans un environnement fini, on peut très bien imaginer que finalement on ait cette table, cette matrice des choses possibles et que ça va nous aider ça va aider l'agent à prendre la bonne décision. Toutefois, on voit vite que dans la plupart des problèmes dans la vraie vie, on va avoir finalement des combinaisons tellement importantes qu'il est donc impossible de construire cette QMAP et donc de prendre la bonne décision. L'exemple qu'on donne souvent, hein, c'est le nombre de Shannon, le nombre de parties d'échecs qui font que, alors ça marche aussi avec le jeu de Go, hein, mais ce qui fait que des Deep Blue, des AlphaGo, en gros les intelligences artificielles qui jouent à ce type de jeu doivent faire différemment. Donc il y a vraiment les algorithmes, on ne va pas rentrer dans le détail spécifiquement des algorithmes, mais l'idée c'est de trouver une autre façon, donc par exemple le deep learning, pour pouvoir justement en fait apprendre à notre agent à faire la bonne action. Alors pour bien imager la problématique de tout ça aussi, c'est que finalement comment on va retirer un des biais. L'un des biais simples, c'est de se dire est-ce que finalement je me satisfais d'un petit reward? Donc si on prend l'exemple du casse-brique, j'ai éclaté une brique, donc j'ai mon reward, je suis content avec ça, je le laisse faire, versus finalement se dire je vais peut-être avoir une autre approche, faire de ce qu'on appelle de l'exploration, pour finalement me dire si je fais pas une action maintenant, ou si je fais une action différente tout de suite, en fait, je vais avoir un meilleur reward par la suite. Donc, on a ce dilemme-là qu'il va falloir traiter et que le système d'entraînement va devoir gérer. C'est finalement mettre un petit peu justement d'exploration pour éviter d'avoir un biais, de se satisfaire de ça. C'est aussi très important dans la modélisation du problème, et on le sait, dans l'IA, l'intervenant précédent parlait d'interprétabilité, d'explicabilité. C'est des points importants. On essaye de ne pas avoir de biais à la base dans nos données. Là, c'est dans l'énoncé de notre problème. Et je vais parler d'un autre sujet aussi pour enlever un biais. Mais c'est évidemment dans l'énoncé de notre problème qu'on va essayer de retirer les biais pour justement ne pas avoir ce paradoxe de l'exploration versus l'exploitation. Donc, on voit bien qu'on a une importance de l'expliquer, de bien formuler le problème, de mettre les bons éléments de base pour que notre agent puisse apprendre. Puisque là, pour le coup, on n'est pas sur de la donnée labellisée. Donc, évidemment, c'est la modélisation du problème qui est très importante.
Alors l'autre point important, voire même qui est un élément clé pour pouvoir faire du reinforcement learning, c'est évidemment d'avoir un simulateur. Donc c'est ce que je disais, c'est le deuxième biais qu'on peut avoir. Donc le premier biais, c'est d'avoir mal énoncé notre problème, d'avoir mal énoncé le reward. Le deuxième biais qu'on va avoir, c'est évidemment le simulateur. Si mon simulateur est mal codé, et l'intervenant précédent parlait justement du développement de simulateur, si mon simulateur est mal codé et que finalement il me renvoie le mauvais état, ou alors qu'il y a une petite erreur dans l'état qu'il a calculé, l'état suivant qu'il a calculé, ou dans le reward qui renvoie, bah, bien évidemment, mon agent va mal apprendre. Donc là, pour le coup, c'est d'ailleurs exactement comme le comportement humain. Hein. L'agent va apprendre avec ce qu'on va lui donner, autour, l'environnement dans lequel il va évoluer. Donc les simulateurs sont l'élément clé pour le coup. Et donc, les simulateurs, comment on les trouve, comment on les fait? Donc, soit en effet, on le crée de zéro et on le développe soi-même. Steven pourra l'illustrer comment on va pouvoir faire ça. Mais évidemment, on en trouve quelques-uns sur le marché. Alors, on sait qu'en open source, il y a tout l'écosystème Gin qui permet de développer des simulateurs. Alors, nous, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a abordé le problème au tout début. On s'est dit, créons notre simulateur pour bien comprendre comment fonctionnent les systèmes autonomes. Et on s'est vite aperçu que justement, c'était un point de complexité. Et quand on discute avec nos clients, on s'aperçoit que en fait, les simulateurs existent dans les domaines industriels. Par exemple, dans la pétrochimie, on a par exemple des choses comme Aspen i6 qui permet justement de faire cette simulation, de modéliser une problématique directement dans le simulateur. Évidemment, je l'ai cité, MATLAB ou AnyLogic qui vont nous permettre de faire ça. Et à noter, assez intéressant, qui va être peut-être en lien, alors après c'est à vous de faire les spéculations qui vont bien, puisque nous on va vous présenter le Project Bonsai, qui est un projet de Microsoft Research. C'est que Microsoft a racheté il y a quelques années Minecraft, et ils ont fait un projet de reinforcement learning dans l'univers de Minecraft pour avoir un simulateur on va dire presque illimité, et qui en plus a la contribution des utilisateurs. Alors après, la spéculation qu'on peut faire, c'est, vous avez peut-être entendu le rachat de Blizzard et d'Activision. Alors il y a peut-être une vision dans le monde du jeu vidéo, mais il y a peut-être aussi une vision à avoir dans le domaine des simulateurs. Donc le simulateur, un élément clé de notre reinforcement learning. Alors maintenant, et le mieux c'est de voir justement ce qu'on va faire, c'est que sur la base de ces concepts, comment Microsoft nous propose un outil, une plateforme qui va nous permettre de créer un agent, d'entraîner un agent sur ces concepts de reinforcement learning pour justement pouvoir le mettre dans notre industrie. L'exemple de notre cuve agitée, de se dire je veux remplacer mon PID par une intelligence artificielle qui va me gérer justement la température et le vidage de la cuve. Je te laisse la démonstration, Steven, tu vas nous montrer et illustrer ça avec le Project Bonsai. Yes, merci. Déjà, est-ce qu'il y a bien le bon retour? Là, on a switché, normalement, on est sur la présentation de mon écran. On doit être sur le slide Bonsai. On a le bon retour. On a le bon retour, super, merci. Donc, comme Jean-Pierre vient de l'introduire, pour simplifier un peu ce concept de reinforcement learning, Microsoft est en train de mettre au point une plateforme qui s'appelle Bonsai, qui va finalement amener un peu le concept de low-code, no-code dans ce secteur assez poussé du reinforcement learning. Il y a 3 grosses parties sur cet outil. C'est le seul slide. Après, je rentrerai sur des vidéos, ce sera plus visuel, mais globalement 3 parties. Une qui va permettre en fait d'intégrer le concept de brain, de modèle, de reinforcement learning au sein de notre propre code en local sur nos machines pour nous aider à développer simulateur. Jean-Pierre a suffisamment insisté dessus. C'est un concept qui est très important pour le succès de l'entraînement du modèle. Ensuite, on a toute une partie train. Elle arrive juste après, oui. On a toute une partie train qui, elle, s'effectue vraiment sur le portail. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et l'intérêt, en fait, de cette partie, c'est finalement de prendre le simulateur, de l'instancier N fois pour créer les itérations d'entraînement et entraîner finalement ce fameux modèle qui est appelé un brain dans l'environnement Bonsai. Et enfin, tous les outils nécessaires pour exporter ce brain dans nos applications. Par exemple, on verra, je vous présenterai rapidement un projet sur lequel on travaille en ce moment dans l'Innovation Lab, donc dans un bras robotisé. Tout de suite, pour se connecter donc en fait à la plateforme, on va sur le site de Bonsai. La plateforme, elle ressemble à ça, elle est très simplifiée.
En haut à gauche, on peut gérer les brains que l'on aura créés et entraînés. On peut ajouter des simulateurs. Par défaut, Banzai prend 3 types de simulateurs, Simulic, NLogic et VP-Link, que vous devez sûrement connaître, et nous donne aussi l'opportunité d'ajouter nos propres simulateurs. Donc là, il y a un vrai intérêt. On prend notre code, notre simulateur, on le package dans un conteneur Docker, on expose les bonnes interfaces et Banzai sait travailler avec. C'est un vrai intérêt. Pourquoi? Parce que finalement, on va pouvoir développer en TypeScript. Banzai et Microsoft ont déjà prévu les frameworks nécessaires pour développer en TypeScript, en Python, en Java et en C#. Derrière, vous doutez, si jamais on peut développer en C#, ça veut dire qu'on peut commencer à utiliser aussi Unity comme simulateur 3D qui peut être assez pertinent et efficace dans certains cas d'usage. Pour la démo, c'est simple, j'ai pris le simulateur que Microsoft propose, un des deux, le Moab. Le but de ce simulateur et le but ici de l'entraînement, on va avoir un espèce de plateau qui peut être piloté par 3 bras pour gérer l'angle du plateau. Et le jeu, c'est de garder la balle au centre et qu'elle ne tombe pas. Donc, notre projet, notre brain, 2 parties. Celle du milieu, le code, c'est un langage propriétaire, c'est un langage qui a été développé pour Banzai, Inkling, et une partie à droite, finalement, un peu plus graphique. À gauche, donc le mot ASIP, c'est le simulateur qui est représenté, et à droite, le concept. L'intérêt, donc en fait, un concept, c'est comme l'a expliqué tout à l'heure Jean-Pierre avec l'agent, ça prend en entrée un état qui est renvoyé par le simulateur, donc l'état actuel. Au centre, lui, c'est le brain, c'est lui qui va choisir finalement les différentes actions à envoyer, et à la fin, les actions à envoyer au simulateur pour qu'il renvoie à un autre état. Ici, les actions, c'est notamment les angles que doit prendre le plateau. Pour aller un peu plus loin sur le système, donc là ici de concept dans la nomenclature Banzai, mais donc d'agent, elle est constituée en fait d'un simulateur, de certaines variables de configuration, de paramétrage, comme ici ce que je montre, c'est le nombre d'itérations par épisode, et surtout, ultra important, la définition des goals, des objectifs. C'est ces fonctions-là finalement qui vont amener le fameux reward mentionné par Jean-Pierre un peu plus tôt. Là, ici, on va expliquer au concept que l'objectif, c'est de ne pas faire tomber la balle du plateau et aussi de centrer la balle le plus possible au centre du plateau. Dernier concept, et pas des moindres, les leçons. En fait, forcément, là, ici, on vous présente un cas qui est assez simple. Il y a un tutoriel qui est disponible. On peut même acheter l'objet physique pour s'entraîner dessus. Sur des sujets un peu plus complexes, comme sur lequel on est en train de travailler sur l'Innovation Lab, le cas d'usage à apprendre risque d'être un peu trop compliqué pour être appris en une seule fois. Donc Banzai nous donne cette notion de leçon pour en fait essayer de découper le cas d'usage complexe en sous-parties pour orienter l'apprentissage du cerveau. Si j'illustre un peu, on va avoir un bras robotisé et au début on va lui apprendre à attraper une pièce qui est toujours immobile. Ensuite, cette pièce, on va apprendre avec le même cerveau, on va lui apprendre à attraper une pièce qui est plutôt qui est à différents endroits, donc il va devoir détecter la pièce et venir la chercher, trouver les bons angles. Et enfin, la troisième leçon, ça pourrait être, j'ai ma pièce qui est en mouvement sur un convoyeur et mon bras arrive à attraper cette pièce sans arrêter le convoyeur. Banzai, low code, simplification du reinforcement learning. Microsoft est en train de développer une interface encore plus intuitive et encore plus graphique pour pouvoir configurer, paramétrer les différents concepts que je viens d'énoncer. Quand ensuite on clique sur le train, c'est là où maintenant on va entraîner en fait notre cerveau. Donc il y a 3 parties ici qui sont intéressantes. Celle un peu, on va dire, visuelle du bas, c'est le mode SimLive. Donc on voit en fait l'entraînement en cours, on voit comment réagit le brain, on voit les différents essais qu'il est en train d'effectuer. Au-dessus, on a une vision sur le nombre d'itérations et l'évolution de la satisfaction des objectifs. Et finalement, à droite, on a d'autres mesures qui nous montrent le nombre d'instances du simulateur qui sont utilisées en parallèle, le nombre d'itérations à la seconde et surtout où on en est par rapport à notre pourcentage de satisfaction.
C'est un bon retour visuel aussi pour constater si le brain continue à apprendre, continue à s'entraîner ou s'il a atteint ses limites. On le laisse tourner, donc là forcément j'ai préparé les vidéos à l'avance, on le laisse tourner un certain temps. Une fois que l'entraînement il est terminé, on arrive à ce type de visuel et qui nous permet de montrer qu'il a fallu 68 000 itérations pour apprendre à notre cerveau à maintenir la balle au centre du plateau dans 100% des cas. Donc là, on vous a vraiment présenté ce qui a un peu l'approche un peu basique de Brain pour vous montrer un peu les concepts enfin plutôt simples de Banzai. Il y a beaucoup plus de concepts plus avancés. Je vous invite vraiment à venir télécharger ce tutoriel et venir le tester. Nous, donc comme je le disais, dans l'Innovation Lab, on est en train de travailler, donc on a un bras robotisé, on a un convoyeur. En fait, on est en train de travailler sur cette démo, excusez-moi, sur cette démo pour entraîner le bras à aller retrouver la pièce bleue, attraper la pièce bleue et la déposer sur le côté du convoyeur. À noter d'autres concepts qu'on amène au travers de cette démo et de ce cas d'usage qu'on est en train de développer, c'est tout ce qui est digital twin et donc finalement comment est-ce qu'on peut faire fonctionner le monde de la simulation avec le monde de l'IoT et relier un peu ces deux mondes et entraîner finalement des algorithmes performants et des systèmes autonomes. Je te rends la main, Jean-Pierre. Ouais. Oui, parce que comme tu le démontres, en fait, l'idée c'est que ce brain, un coup qu'il a été entraîné avec la plateforme, il va bien falloir l'intégrer sur le terrain. Il va bien falloir qu'il pilote quelque chose. Ça peut être un bras robotisé, ça peut être un PID, ça peut être d'autres variables. On a d'autres discussions sur des sujets bien plus complexes dans l'industrie. Donc évidemment, l'IoT, les projets IoT sont bien derrière tout ça. Et c'est ça l'enjeu qu'on a derrière cette simulation. Juste pour prendre quelques instants pour essayer de faire un petit wrap-up de tout ce qui a été dit, tout ce que tu as démontré en fait. L'un des premiers points, donc la plateforme Banzai, elle est là pour créer des agents. Alors eux, ils parlent de brain, mais c'est bien un agent qui va être capable, dans un environnement donné, de prendre des décisions. Et finalement, qu'apporte Microsoft dans ce domaine? La première des choses, vous l'avez vu, c'est l'éditeur visuel qui arrive. Alors évidemment, on est dans l'ère du Citizen Data Scientist, Citizen Developer. Donc on essaye d'avoir quelque chose qui est low code ou no code. Mais en fait, ce qu'on voit derrière, c'est que en fait, les gens qui ont des problématiques à régler avec de l'intelligence artificielle sont pas forcément des data scientists, ça peut être des ingénieurs en chimie, des ingénieurs structure, matériaux, donc c'est eux qui doivent finalement modéliser cette problématique pour utiliser la plateforme. Donc on est vraiment sur un outil qui est bien à destination, non pas des data scientists, mais des personnes qui formulent le problème. Le deuxième point, c'est ce que tu disais, c'est que finalement on parle pas de reward. Quand on fait du reinforcement learning, on a en tête cette fonction de reward. On va parler de goal. Donc en fait, quand on modélise son problème, on lui dit pas, en fait, tu as 10 points si tu fais ça et 5 points quand tu fais ça. On lui donne les goals et justement, la plateforme et l'entraînement qu'il va y avoir derrière s'occupent de trouver la bonne combinatoire et pour finalement avoir quelque chose qui va maximiser ce reward en fonction des goals qu'on a donnés. Donc, on est vraiment sur l'exposition du problème, la modélisation du problème. Et enfin, le dernier point, en fait, on est à l'heure du cloud, qui est vraiment partout, qu'on va trouver dans toutes les industries. Et en fait, le cloud va apporter finalement toute la puissance de calcul qui va bien, puisqu'on le voit là sur le projet MOAB, donc c'est ce petit plateau de verre avec juste 3 moteurs qui doit stabiliser une balle, en fait, il faut, je sais plus combien ce que tu as dit, je crois que c'est 60 000 itérations, quelque chose comme ça, pour arriver 68 000, pour arriver à quelque chose qui fonctionne bien. Donc, vous doutez bien qu'il y a évidemment de la puissance de calcul derrière pour pouvoir faire ces itérations. On voit beaucoup de vidéos où, en fait, on essaye de faire ça avec soit ses propres machines, soit carrément avec des vrais robots ou des simulateurs de la vraie vie. En fait, ça nous pose un problème, c'est que quand on a des heures et des heures et des heures, voire des années d'entraînement à faire, en fait, on est bien content d'avoir le cloud pour faire ça.
Et le dernier point que je voulais noter, c'est en effet, Steven parlait de Unity, donc un moteur 3D. Ben, en fait, nous, on l'utilise. Donc, au départ, on a fait les malins en disant on va développer notre propre simulateur. Mais en fait, on a besoin des simulateurs comme Unity parce que dessus, il y a un moteur de collision, il y a un moteur de gravité, il y a un moteur aussi, si on doit travailler par exemple sur des sujets sur de la lumière ou sur des angles de caméra, ça nous permet finalement de voir ce qui se passe vraiment, donc de modéliser une vraie vie dans une chaîne industrielle par exemple, et de finalement brancher ça avec Banzai pour entraîner un robot. Voilà. Donc dans ce qu'on fait d'ailleurs, hein, c'est pas des problèmes extrêmement compliqués, mais on essaye de les résoudre avec de l'IA pour dire que finalement je ne suis pas roboticien, mais je suis capable d'expliquer à un robot ce qu'il doit faire, et ensuite le robot va le faire automatiquement. Donc c'est les sujets qu'on traite pour nos clients. Il nous reste quelques minutes, hein, s'il y a des questions, qu'elles soient techniques ou pas. Oui, merci. Donc, alors, il n'y a pas de questions sur le chat. Alors vous entendez peut-être pas, bon, on vous a applaudi. Oui, on voit. Ok. Donc, il n'y a pas de questions sur le chat, mais il y a peut-être des questions dans la salle déjà. Non, pas de questions dans la salle. Donc, alors, moi, il y a une problématique qui m'interpelle toujours quand on fait des simulations comme ça. En fait, on apprend avec le retour du simulateur, et donc on peut pas être plus précis que le simulateur ne l'est. Donc quand on passe en production après avec le robot qui a vraiment peut-être un bras qui se grippe un peu de temps en temps, ou qui a au niveau des articulations, des fois il vieillit, etc. Comment est-ce qu'on peut prendre en compte l'aspect, à la fin il faut quand même se confronter à la réalité avec la mécanique, et pas juste le modèle. Donc est-ce que il y a des moyens de faire des allers-retours avec la vraie pratique à la fin, ou est-ce que, je sais pas, c'est quoi la technique que vous utilisez aujourd'hui? C'est assez nouveau, donc on n'a pas les retours vraiment de production, mais l'idée c'est de faire de l'active learning, c'est-à-dire que on va surveiller finalement comment l'agent se comporte, s'il y a des erreurs, et puis donc réinjecter ça dans notre simulateur et relancer de l'entraînement. Donc l'idée, c'est pas de dire un coup qu'on a fait un agent, il peut partir, il va vivre pendant 50 ans. On est dans toutes les disciplines de l'IA, on est obligé d'avoir cette boucle d'active learning où finalement on va apprendre en permanence. Mais ça lève bien, hein, et j'insiste là-dessus, hein, votre question, c'est sur l'importance du simulateur. Parce que en effet, aujourd'hui, on n'a pas de simulateur de vie. On n'a pas de choses qui justement va modéliser le fait que un robot va se gripper, ou que quelque chose vient dans le champ. Donc il faut aujourd'hui, il y a un investissement fort sur les simulateurs. Et c'est pour ça que nous on trouve ça intéressant avec cette plateforme comme Banzai, parce que finalement elle automatise, et on peut se concentrer soit sur la simulation, soit sur la modélisation du problème. Et nous, chez Havana, notre métier, c'est développer des solutions, et on s'aperçoit que en fait on nous appelle aussi pour fabriquer des simulateurs. Peut-être juste pour compléter aussi. Peut-être juste aussi pour compléter, finalement, quand on a entraîné le bras, c'est pas juste un cycle où on lui dit, la position, je reprends l'exemple du bras robotisé, l'objet, il se trouve à telle position, donne-moi les coordonnées, les différents angles et l'axe qu'il faut pour aller le chercher. Non, c'est quelque chose qui est en cycle. En fait, il va reprendre en compte à chaque fois le nouvel état, toutes les demi-secondes, peu importe, ça, nous, on peut régler ce paramètre. Donc finalement, si le bras il est grippé, lui, il va quand même il va le prendre en compte, et il va pouvoir réadapter sa trajectoire. Pareil, dans l'exemple qu'on a montré, on pourrait pousser la balle, lui il va comprendre que la balle d'un coup elle a décalé, et puis il va se réadapter en temps réel. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, un des objectifs et des avantages majeurs de cette simulation, c'est que déjà on entraîne dans un environnement virtuel, donc ça emmène forcément moins de coûts et de la sécurité supplémentaire. Après, on vient tester sur le physique, et quand on teste sur le physique, on collecte la donnée, comme l'a dit Jean-Pierre, de l'active learning. Et Banzai est aussi prévu pour ça. Là, on lance un simulateur et il crée son propre jeu de données. Une fois que nous, on a commencé à collecter l'autre donnée, on peut l'injecter pour des nouveaux réentraînements. D'accord, ok. Bon, merci beaucoup pour la réponse. Là, on va devoir couper parce qu'on a dépassé le temps limite déjà. On va essayer de rester à l'heure pour que les gens qui sont en visio puissent nous suivre comme il faut. Donc, merci beaucoup encore. Et donc, on se retrouve dans quelques instants avec la prochaine présentation. Merci beaucoup.